Bonjour à tous, merci Catherine. Bon, une petite remarque un peu rigolote comme titre, parce que quand tu vas demander, il faut que tu fasses un peu le bilan de tes études pour les exposer. J'ai pris un coup de vieux et j'étais un petit peu presque pré-retraité et peut-être presque à deux doigts du testament. Donc le but du jeu, Ah, c'est c'est grave, ça veut dire que nous aussi. Non, non, mais toi, tu as toujours été jeune, Catherine. Bon, on verra après. Donc, pour peut-être répondre aux questions que vous aviez soulevées avant, en gros, je pense que la CNAM est en train de faire des tests sur le chaînage des échantillons Covid de PMSI avec le SNDS, avec le DSIR plutôt. A priori, je pense qu'il va y avoir un taux d'échec ou de reprise ou de chaînage de 90%. C'est ce que j'ai entendu par ailleurs. Et il y avait une autre question dont je me souviens plus sur c'est pas grave. Donc, le but du jeu de ce topo, c'est un peu de vous faire un petit peu un tour des études qu'on a faites et je vais vous citer pas mal d'exemples qui ne seront pas forcément très parlantes parce que je n'ai pas le temps de faire toutes les méthodologies, etc. Je voudrais en profiter aussi pour remercier tous les internes, doctorants, etc., sur lesquels, enfin, dont j'ai pillé le travail, en fait, il faut le dire, pour vous expliquer un peu tout ça. Et tout à l'heure, je pense qu'il y a la jeune femme avant moi disait aussi qu'il y avait beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Donc, le titre de cette diapo, c'est le SNDS, finalement. Est-ce que c'est une multiplication des pains ou une optimisation du gâteau? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde sur le sujet. Et par exemple, un sujet qui est tendance pour nous et qui, pour différentes raisons économiques et de sécurité sanitaire, ce sont par exemple les rétrécissements aortiques et vous trouvez différentes thématiques à prendre en charge, à étudier ou à éclaircir. Donc déjà, l'épidémiologie descriptive, l'incidence, la prévalence, la mortalité, les traitements, notamment ça peut être soit de la surveillance, de la chirurgie ou TAVI. Donc TAVI, c'est un dispositif qu'on implante. Indication, pratique, évolution, c'est-à-dire que le TAVI, par exemple, devient de plus en plus large vers des personnes qui sont moins complexes, entre guillemets. D'un autre côté, ces traitements ont des complications, notamment les troubles du rythme, plus d'AVC. Donc, il faut aussi étudier les évolutions des résultats post-intervention. Et il y a la notion de DMI, il y a bien sûr les traitements associés et il y a les parcours de soins avant-après, la qualité de vie, puisque c'est une pathologie qui rend un petit peu, comment dire, handicapante plutôt. Je suis désolé, j'ai des problèmes de bouge de diapo. Euh, donc voilà un petit peu. Et tout ça pour vous montrer qu'il y a beaucoup de monde qui, a priori, a un intérêt à étudier ou a des intérêts, sans que ça soit péjoratif, à étudier tout ce parcours et tout ce cheminement et les différentes étapes pour pouvoir répondre à ces missions. Donc, comme beaucoup, souvent en France, toutes les missions sont délivrées à des institutions en tuyau d'orgue. Sachant que maintenant le SNDS, c'est quand même du travail relativement lourd avec la programmation, du temps humain et des programmes qui peuvent varier d'une équipe à une autre. Donc, par exemple, tous les acteurs qui peuvent s'intéresser possiblement ou pas au TAVI, au rétrécissement aortique, vous avez SPF qui est en train de travailler dessus, la CNAM, parce que sur le côté épidémiologique, mais la SPF ne va pas aller plus loin parce que ce ne sait pas dans ses missions. Donc, on collabore avec SPF à la CNAM pour avoir justement une harmonisation des programmes et essayer d'aller un peu plus loin parce que nous, on est plutôt concernés par l'ensemble de la plupart de ces points, notamment le coût, la sécurité et le volume. Vous avez l'HAS, puisque a priori, c'est aussi son rôle des dispositifs médicaux, etc., notamment à l'ANSM. Vous pouvez avoir aussi l'ABM qui peut jouer un rôle dans certains dispositifs, peut-être pas dans celui-là, mais dans les cœurs artificiels. Vous avez les industriels avec les CRO qui peuvent aussi avoir intérêt à avoir des données suite à des demandes institutionnelles. Vous avez, si ça l'envie leur prend, le ministère, l'ATI, l'IRDES en termes d'économie. Et vous avez de l'autre côté aussi tout ce qui est plutôt clinique et recherche, c'est-à-dire les cliniciens, les sociétés savantes avec beaucoup de chaînage de registres. On en parlait tout à l'heure, notamment le registre des PAVI de la Société française de cardio est chaîné au SNDS. Donc, il y a des études qui vont arriver là-dessus. Des hôpitaux, des fédérations hospitalières peuvent avoir aussi leur mot à dire. Et il y a bien sûr l'ensemble des équipes de recherche diverses, avec diverses thématiques, notamment, par exemple, qualité de vie ou pas.
Et il y a bien sûr aussi le HDH, ça c'était pour faire plaisir à Valérie. Donc, nous, on travaille dans une vision plutôt parcours de soins. Alors, je vais la faire simple parce que, bon, on veut savoir ce que deviennent les patients, on veut savoir comment ils sont pris en charge. Donc, les parcours de soins qui sont avant un événement de santé qui soit aigu, que ce soit aussi une récidive ou que ce soit le début d'une maladie chronique, sont très rarement étudiés. On s'intéresse plutôt à l'après, généralement, alors que, par exemple, en termes de soins primaires, ça peut être très intéressant avec l'implication des médecins généralistes, des spécialistes, des paramédicaux, des correspondances avec l'hôpital, du médico-social et aussi maintenant de plus en plus des réseaux de soins. Ce qui est utile, par exemple, déjà, c'est de décrire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de champs, on n'a même pas déjà des données de base de ce qui se passe, de vision. Je montrerai tout à l'heure un exemple. Donc déjà, essayer d'établir un état des lieux observationnel de référence, par exemple, de ce parcours, une pathologie ou un acte donné. Et je pense que ça peut servir aussi pour des décisions politiques. On en verra tout à l'heure la teneur. Donc, on aurait déjà un petit peu ce qui existe en vie réelle et on aurait aussi cette vie réelle qui peut être mise à côté de l'offre de soins disponible. Et il y a bien sûr ces parcours pour étudier les manques et les retards de prévention, notamment qui peuvent être liés à un manque de recours ou de consommation de soins. Pour la boutade, les hommes ne vont pas chez le gynéco, mais ils sont dosés et leurs hyperlipidémies sont recherchées beaucoup plus tard que les femmes. Donc, ça peut être un problème pour des gens qui ne consultent pas, qui n'ont pas de recours aux soins. Il peut y avoir aussi des problèmes de dépistage qui soient hors programme ou avec campagne, notamment le cancer, avec des diagnostics tardifs, extension méta, accès et offre de soins, délai d'attente. Maintenant, nous avons des délais énormes pour aller voir un dermato. Donc, quid des mélanomes? Sont-ils découverts trop tard ou pas assez ou par d'autres personnes? Nous avons des problèmes d'errance de diagnostic avec un retard aux soins adaptés. La qualité de vie, ça peut être par exemple les troubles urinaires chez la femme. Avant d'arriver à la chirurgie, il y a des parcours qui sont un petit peu du domaine du crapahutage. À l'inverse, vous avez la surconsommation avec des symptômes qui sont persistants, notamment les troubles fonctionnels intestinaux, où on sait qu'il y a une grande consommation sans porter de jugement. Et il y a aussi dans ces parcours de soins, et ça je pense que peut-être Mme Metzger va en parler tout à l'heure, il y a les démarrages évitables de soins en urgence, c'est-à-dire pourquoi tout d'un coup, des patients dont l'insuffisance rénale chronique est connue se retrouvent en dialyse à toute vitesse avec un abord vasculaire à construire. Donc tout ça pour étudier quand même des pertes de chance, les raisons, les causes, les origines, les facteurs, pourquoi ces manques. Mais pour étudier tout ça, il faut des gold standards, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus, alors soit avec des comités d'experts, soit avec des recommandations établies par des sociétés savantes ou par des HAS chez nous, notamment de prise en charge et de suivi, sachant qu'on n'en a pas pour tout. Et le but du jeu, c'est finalement d'explorer les gaps qui entre ces recos. Alors, les recos, c'est comme souvent un peu une lettre au Père Noël, c'est un peu un monde idéal basé sur de la littérature ou des avis d'experts, mais souvent il manque quelque part des données, donc il faut à tout prix, à un moment ou à un autre, comparer l'offre de soins et la consommation de soins existantes. Par exemple, tous les asthmatiques ne peuvent pas forcément voir un pneumologue une fois par an. Donc, comment expliquer cette divergence? De plus en plus, maintenant, je pense qu'il va falloir étudier les variations territoriales et l'adaptation avec les nouvelles technologies par rapport à ces divergences. Et bien sûr, le gros problème du SNDS, c'est que tout ça, il y a des bémols en fonction du contexte clinique, de la gravité. Et je pense que la plupart, vous savez maintenant que ce n'est pas pour rien qu'on cherche des bases cliniques à parier avec le SNDS, puisque c'était quand même un défaut important. Donc, pour vous donner un exemple, vous voyez à gauche ici le parcours de soins, entre guillemets, hospitalier des patients un an avant une greffe cardiaque. C'est un travail qui a été fait par Christelle Centrale à l'Agence de biomédecine. Et ça, c'est un petit peu un exemple pour vous montrer comment on peut enfoncer des idées ou éviter de parler du sexe des anges. Par exemple, en rouge, vous avez les patients qui sont à la maison. En jaune, les patients qui sont en soins de suite réadaptation. En bleu à l'hôpital et en bleu au-dessus en unité de soins intensifs. Et les réflexions qu'on avait à l'époque, c'était que tout le monde était à l'hôpital, que les soins de suite et de réadaptation ne servaient qu'à accueillir les étrangers pour qu'ils soient prêts de centres de transplantation. Donc ceci, ça a permis de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Et après aussi,
de voir et d'étudier plus profondément, notamment, ce parcours par rapport au moment d'inscription, donc chaînage de base avec celle de l'ADEME pour avoir un parcours en fonction du moment où la personne a été inscrite en attente de grève. À droite, c'est un travail de Claire Poulaillon sur le parcours de soins, le parcours institutionnel un an avant le décès pour des patients, quelle que soit leur pathologie initiale. Donc ça, c'est en général. Donc là, je crois qu'il y a, dans mon souvenir, c'est RGSLM, donc il y a 300-400 000 décès. Vous voyez très bien que plus on s'approche de la mort, plus on est hospitalisé. Donc vous voyez en grand, en haut, les patients qui sont en EHPAD, donc ça ne bouge pas tellement. Liste destinée. Vous avez en orange l'HAD qui augmente un tout petit peu plutôt vers la fin avec la SSR qui augmente. Donc là, vous avez ce qui peut être si intéressant, c'est les switches entre interétablissements pour pouvoir voir vers où les gens ont décédé. Et vous avez en bleu les décès hospitaliers classiques de soins aigus. Et vous avez les décès à domicile. Donc ça, c'est un point qui peut être intéressant et aussi être étudié et décliné sur beaucoup de thématiques. Ça peut être décliné sur les parcours de fin de vie, la prise en charge de fin de vie ou pas, les pathologies. Il y a aussi pour ceux qui font de la psychiatrie au centre, il va y avoir un travail de Moussa Lahani ou Claire Poulaillon l'a aidé justement pour voir que le parcours de soins et la consommation hospitalière ou de ville des patients qui sont morts suite à un suicide, en fait, mortalité par suicide. Donc, voilà un petit peu une idée pour nous de voir comment sont pris en charge les patients, sachant qu'après, je pense qu'il y a bien sûr des modèles, sachant que par ailleurs, les modèles multi-ELTA dans le SNDS, c'est pas triste. Et vous avez aussi, tout à l'heure, je vous parlais d'errance diagnostique, vous avez ici une étude qui a été faite sur les personnes avec des troubles fonctionnels intestinaux en diagnostic principal et qui ont été hospitalisés. Nous avons regardé la consommation. Alors là, je vous ai juste mis des actes médicaux. 5 ans, c'est-à-dire en cumulé 5 ans avant, 1 an avant l'hospitalisation et 1 an après. Donc, on peut penser que une hospitalisation, qu'il y ait coloscopie ou pas, peut permettre quand même une prise en charge. Et vous voyez que, par exemple, entre l'hospitalisation ou pas, vous avez toujours quand même une certaine activité d'échographie abdominale, d'abdomen sans préparation, de TDM et surtout d'IRM qui continue un petit peu, c'est la même chose avant qu'après, de fibroscopie un peu moins, et la coloscopie qui repart. Donc vous avez une sorte de continuité peut-être de surconsommation, parce que là on ne l'a pas comparé à un échantillon, mais qui peut aussi générer pas mal de coûts et surtout d'errance et de mal-être. Si on regarde après les parcours de soins qui sont post-survenus, alors la survenue peut être suite à un épisode aigu, ce qui est souvent étudié, soit lors des maladies chroniques avec des hauts et des bas type sclérose en plaques, ou qui est beaucoup moins étudié, les personnes avec des handicaps. Quelle est la prise en charge des patients qui sont handicapés moteurs après une traumatologie et les soins au long cours, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment beaucoup, ou alors de façon ponctuelle dans un autre établissement. Donc, comme je vous disais, ils sont plus étudiés. Ça permet aussi d'établir aussi un existant, voir s'il y a des divergences, voir si ces divergences sont suite à des caractéristiques de patient ou de maladie. On peut aussi réfléchir en termes d'hospitalisation et de réhospitalisation évitable, c'est-à-dire des complications, des reprises. L'exemple typique en est les hospitalisations le retour hospitalier post-insuffisance cardiaque. Il y a des activités qui sont mal connues, SSR, psy, notamment sur un plan qualitatif en termes de diagnostic, puisque le SSR, il y en a des spécialisés, mais d'autres qui ne le sont pas. Mais je pense qu'il y a aussi un brassage de diagnostic entre l'ensemble de ces SSR. On peut aussi observer le manque de prévention secondaire ou tertiaire, le recours aux paramédicaux, qui peut être aussi un problème pour les personnes âgées, sachant que, par exemple, de moins en moins, les kinés vont se déplacer à domicile, et notamment aussi pour certaines personnes âgées qui sont institutionnalisées comme en EHPAD, un accès aux spécialistes pour, par exemple, des problèmes cardiaques ou autres. Bien sûr, maintenant, il va y avoir de plus en plus d'études des nouvelles techniques avec les médecines téléconsultation, voire la diffusion, la phase de remplacement, etc. Bien sûr, chaque parcours de soins en postérieur peut être regardé par rapport à un parcours de soins antérieur. Il faut quand même aussi, je pense,
parce que là, je vous parle de pathologie, mais il y a peut-être aussi une transversalité selon les caractéristiques des individus. Et pour moi, il y a quand même quelques points que j'ai abordés après sur les personnes qu'on peut qualifier de défavorisées, notamment CMU-CACS, maintenant qui s'appelle PUMA. Nous avons aussi les personnes institutionnalisées, ça on en reparlera peut-être, il y a des questions dessus sur les personnes en EHPAD ou en établissements médico-sociaux, sachant que les EHPAD va devenir plus large avec des établissements médico-sociaux ou peut-être des régions particulières comme les DROM. Pour continuer, donc, il y a maintenant une nouveauté qu'on a peut-être tendance à oublier, mais maintenant de plus en plus, parce que aussi le temps de remontée des causes et décès est relativement long, entre guillemets, sans jeter la pierre, mais il y a quand même le statut vital. Donc le statut vital vous permet d'avoir des argumentaires et des points qui plaisent bien peut-être aux cliniciens. Vous avez ici, pour l'insuffisance cardiaque, c'est quelque chose qui commence à vieillir, la mortalité à 2 ans selon l'âge suite à une hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Et vous voyez, donc ça a été comparé à l'EGB comme population générale, et vous voyez les deltas de mortalité qui sont quand même relativement violents, même si après on fait des ratios, c'est moindre chez les plus âgés, mais ça frappe notamment chez les personnes relativement jeunes qui ont souvent des causes d'insuffisance cardiaque, notamment post-traitement, cancer du sein et d'autres, donc ils sont des effets plutôt délétères. Dans la mortalité, vous avez maintenant les fameuses causes. Donc là, bon, c'est un tableau un peu complexe, mais pour vous dire, je vous parlais tout à l'heure de fin de vie, on a regardé l'ensemble des personnes qui étaient prises en charge pour un cancer en 2015 et qui sont décédées en 2015, donc l'année antérieure à ce décès. Le taux de chaînage n'est pas tip-top encore pour l'instant, mais il est quand même de 90%. Et donc, vous voyez, pour les divers cancers qu'on a, je suis désolé d'aller un peu de travers, si on considère les chapitres, on s'aperçoit par exemple pour un cancer colorectal, et ça c'est aussi quelque chose d'intéressant, c'est que le cancer colorectal a été identifié par la cartographie. Donc vous avez une sorte de congruence, on peut en parler par la suite, comme quoi les algorithmes de la cartographie de la CNAM ne sont pas si mauvais que ça, bien sûr en fonction des pathologies qu'on peut considérer. Donc les colorectaux meurent de tumeurs, le poumon, la prostate. La prostate, vous savez que c'est un cancer particulier, plutôt des fois aigu ou indolent chez des personnes plus âgées. Donc, vous avez une variation importante des différents chapitres. Vous avez le sein, où on retrouve 80%. Et si on fait un zoom juste en bas sur les tumeurs, c'est-à-dire je prends juste le chapitre tumeur, vous pouvez voir que, par exemple, dans le cancer du poumon, les tumeurs, c'est 90% de cancer du poumon. Alors qu'il y a d'autres cancers, on peut avoir des cancers qui peuvent être soit par des problèmes de codage, des cancers métastatiques, soit des cancers, des doubles cancers. Donc, quelque chose qui nous tient à cœur, c'est-à-dire que si c'est peut-être moins dans vos cordes, mais c'est la différence par rapport à quoi et pour qui. C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, on étudie des choses, mais il faut toujours un référentiel, donc soit un gold standard, soit de recommandations. Vous avez ici les personnes qui sont sorties 30 jours après une hospitalisation et qui ont eu au moins une occurrence d'un soin ou d'un médicament. Donc à gauche, vous avez les personnes, alors peut-être en bas, l'HAS recommande, lors d'une sortie 30 jours après une hospitalisation pour IC, de voir un médecin généraliste ou un infirmier dans la semaine, de voir un cardio dans les 1 ou 2 mois, et le traitement optimal, notamment pour l'IC systolique, étant l'IEC ou ARA2 ou des bêta-bloquants, les diurétiques étant faits pour traiter les symptômes. Donc vous voyez que 30 jours après, ce n'est pas la folie furieuse chez les cardiologues, plus chez les médecins généralistes, plus quand on prend les deux, et les soins infirmiers sont un peu plus bas. Vous voyez ici que le traitement idéal, c'est 34-40%. Et ce que vous pouvez remarquer aussi, si on calcule des indicateurs un peu de qualité, c'est que vous avez des barres rouges et des barres bleues. Dans les barres rouges, on a pris des personnes qui étaient non institutionnalisées. Et dans les barres bleues, ce sont plus de personnes, puisqu'on a inclus dedans les gens qui étaient institutionnalisés en EHPAD et en psychiatrie, enfin sur du long terme. Et vous voyez quand même qu'il y a un impact
Donc, il faut faire attention quand on calcule ces indicateurs, quelle est la population du dénominateur. Notamment, l'impact est important pour les soins infirmiers. Je pense qu'on ne va pas bien, on doit perdre 20%, sachant que les soins infirmiers sont compris dans les forfaits des EHPAD. Donc, attention un petit peu aux divergences aux populations que l'on regarde. Ça, on a pris le parcours après, mais on a aussi regardé le parcours avant pour voir si la prise en charge était différente chez les personnes qui sont décédées lors de leur hospitalisation, qui sont passées en réa, et on n'a pas trouvé réellement. Là, on voit peut-être mal, mais c'est le délai, puisqu'a priori, ça doit être vu relativement rapidement. Et puis finalement, vous voyez que la première ou les premiers à se porter auprès du patient, ce sont les soins infirmiers qui correspondent aux recommandations. Et ce n'est pas pour rien que les infirmières sont, je pense, impliquées dans les programmes PRADO de suivi de ces personnes. Et si on raisonne beaucoup plus loin, toujours sur cette même thématique, on a regardé ça par département et on a regardé le taux, au moins un recours dans le mois qui suit, soit cardiologue, soit médecin généraliste, soit un infirmier, standardisé sur le sexe et l'âge. Et vous voyez qu'il y a quand même des grandes, tout à l'heure je vous parlais d'inégalités territoriales, les cardio étonnamment sont au nord, au sud, les médecins généralistes sont plutôt un peu dans la même mouvance, mais avec plus dans l'ouest, et finalement, qui compense un peu tout ça, ou on peut penser que ça peut compenser, ce sont les infirmières dans un petit peu le thé de la pauvreté en France, donc c'est grosso modo toutes ces régions. Donc c'est intéressant de voir et de comprendre ce que l'on peut mettre en place en fonction de l'offre de soins et bien sûr de la demande. Voici quelques idées qu'on a remarquées suite à des analyses particulières. Moi, je suis très attaché à l'étude de la CMUC, puisque c'est quand même 8 millions de personnes qui sont largement en dessous du seuil de pauvreté, notamment de 60-65 ans. Une étude qu'on avait faite montrait une mortalité globale 2 fois supérieure à la population de référence, donc des risques relatifs de 2,4. C'était la même chose pour les hommes, pour les femmes. Et le plus étonnant et le plus peut-être entre guillemets choquant, c'est que c'était la même chose pour toutes les tranches d'âge décennales, notamment par exemple entre 0 et 10 ans. Et il y a eu beaucoup d'études sur les coûts remboursés, la consommation de soins de la CMUC, mais quelque chose qui n'a pas été fait, ce qu'ont fait les Américains, ça serait intéressant de regarder quel est le moment médical d'attribution de la CMUC. Est-ce qu'elle survient comme ça? Est-ce qu'elle survient lors d'une grossesse, d'une hospitalisation ou d'autre? C'est-à-dire que la personne, finalement, a une occasion, mais le fait de savoir si cette occasion est dans le cadre de la gravité. Et donc, regarder l'évolution de la consommation médicale pré- et post-attribution. Finalement, est-ce qu'il y a un phénomène de rattrapage de consommation de soins après l'hospitalisation et de voir s'il y a des excès de pathologie ou de médication type. Et l'intérêt, je trouve, d'étudier la CMUC, c'est qu'on peut avoir des actions relativement simples par rapport à d'autres indices de défavorisation sociale, c'est-à-dire que ces personnes ont donc cette couverture et peuvent être suivies dans des centres de santé de la CNAM ou ailleurs, donc avoir des prises en charge, bon, avec bien sûr aussi des problématiques de conflit actuellement entre l'accueil de ces personnes ou pas. Quelque chose aussi qui me tient à cœur, qui sont un peu oubliés, ce sont les maladies rares. Alors j'ai mis plus ou moins parce que bon, on ne va pas rester un cut-off fort, mais spécifique. Il y a Orphanet, mais il n'y a aucun chaînage actuel avec le CNDS. Donc vous voyez en bas ce qu'on a fait pour la maladie de Wilson, qui est relativement rare, bien sûr, puisqu'il y a 906 cas prévalents qui correspondent à une surcharge systématique en cuivre. Et dans ces maladies rares, vous avez souvent quand même des consommations de soins importantes qui peuvent être coûteuses. Je pense que Stéphanie Foulon vous en parlera tout à l'heure avec la LMC. Et ce qui est intéressant, c'est de confronter ces maladies rares, alors ça peut être aussi des maladies psychiatriques, retard mental de l'enfant, à des registres. Et on a beaucoup de demandes épidémiologiques et d'associations qui voudraient savoir comment ils sont pris en charge, où sont les cas, quels sont les réseaux de soins, les complications à devenir, la chronicité, le coût, et l'accès aux soins spécifiques au développement. Et c'est quelque chose qui est très demandé et il n'y a pas beaucoup de réponses. Alors, je ne sais pas par contre quel est le degré d'implication de Orphanet ou des cliniciens là-dessus, mais je trouve qu'on passe à côté
d'un devoir, peut-être, nous, d'assureurs par rapport à des populations rares qui ne sont pas forcément, je pense qu'on pourrait faire un peu la même chose que le Téléthon quelque part. Là, nous avons fait une étude avec Clara Pifaretti, qui est à Santé publique France maintenant. Donc, on a étudié le suivi des femmes enceintes qui ont accouché en 2015. Donc, ça, c'est aussi la frustration de la CNAM, c'est-à-dire qu'on fait une étude et c'est souvent du one-shot et on ne continue pas parce qu'on n'a pas forcément le temps ou autre chose. Moi, je sais qu'il y a des, enfin, moi, je sais qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup là-dessus. Je voudrais assurer votre regard sur la distribution par âge des femmes qui ont accouché en 2015. Donc, vous voyez notamment les moins de 18 ans. Ça fait partie à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, comment dire, d'un pugilat avec la CNIL. Donc, nous avons essayé de voir si on pouvait pallier, puisque d'un côté, les femmes de moins de 18 ans ne sont pas si nombreuses que ça ayant accouché. Mais vous voyez, par exemple, qu'elles ont une importance forte en termes de prévalence dans les DOM et que beaucoup d'elles sont à la CMUC. Et on retrouve ça un petit peu de l'autre côté à l'âge extrême. Donc, ça peut être aussi quelle est la prise en charge de ces femmes peut-être à risque, plus fortement à risque, que ce soit en grand âge ou en jeune âge. Sachant que par ailleurs, il y a aussi quelque chose qui peut être intéressant à étudier, c'est que dans les comorbidités type carto qu'on a passé, c'est toutes ces femmes qui sont a priori pas si vieilles que ça, on a quand même des prévalences importantes de maladies psychiatriques au sens large, c'est-à-dire tout code, notamment les troubles névrotiques et les troubles addictifs, que vous pouvez retrouver notamment chez les personnes de moins de 18 ans, donc avec une sorte de typologie peut-être de mère et qui augmente par la suite. Je pense que ça pourrait être intéressant et aussi de regarder, bien sûr, comme disait tout à l'heure M. Zurek, l'impact peut-être sur le suivi des enfants, mais aussi peut-être la qualité de suivi, puisque bien sûr, de sang, nous avons regardé les échographies, etc., dans les limites du SNDS. On parle un petit peu de médicaments maintenant. Alors nous, on a fait des études sur des médicaments sur deux choses. Soit pour être identifier peut-être des pathologies qui ne sont pas présentes ou topables dans la carto, parce que ça peut être aussi des pathologies dites de ville, et aussi voir le médicament, et ça je pense que c'est un petit peu notre Graal à tous, c'est-à-dire comment on peut identifier une pathologie avec sa consommation plus ou moins spécifique et l'intensité de sa consommation. Donc nous avons, je suis désolé, c'est un petit peu petit, mais nous avons regardé l'ensemble des médicaments qui sont dans la code, dans la classe ATC A0 de gastroentérologie en fait, qui représente presque 1 milliard d'euros en France, avec pour la plus grosse part les IPP. Donc on a pris quelques sous-classes et on a regardé en fonction de la cartographie quelle était la fréquence d'utilisation. Donc par exemple, vous voyez ici en orange, ce sont la fréquence, donc là on ne voit pas trop, mais c'est du 70% de la consommation d'IPP, et on voit qu'elle augmente tout doucement avec le cancer pour finir, et ça c'était une surprise, sur les personnes avec une insuffisance rénale chronique terminale. Vous avez par exemple ici le pic en rouge pour les inflammations intestinales, donc ce sont les médicaments antidiarrhéiques pour les personnes qui ont des MICI ou autres. Vous avez en noir, je ne sais plus trop ce que c'est ces médicaments pour les troubles fonctionnels intestinaux, dont vous le retrouvez lors de la grossesse et un petit peu lors de troubles analgésiques. Et ce qui est aussi intéressant quand vous regardez cette distribution de médicaments par âge ou par sexe et comme vous la distribuez, vous pouvez voir justement ces pathologies qui sont moins repérables. Bon, en bleu, vous avez le boom total des laxatifs. Le boom des IPP, pardon, en gris, les laxatifs. Et ce qui est intéressant, c'est de voir de la consommation, par exemple, chez les enfants, de médicaments anti-reflux, des reflux gastro-œsophagiens, et notamment consommation d'IPP ou d'anti-reflux. On arrive quand même à 10-15%, alors que les recommandations ne sont pas en faveur de cette consommation aussi importante. Mais bon, il faut mettre un bémol. Alors là, je pense, c'est un gold standard, enfin, une problématique où beaucoup d'entre vous se sont peut-être heurtés, c'est-à-dire l'identification de l'asthme et de la BPCO. La BPCO étant peut-être plus facile, et l'asthme, il n'y a pas beaucoup d'ALD, il n'y a pas beaucoup d'hospitalisation, donc on a comme seule solution les médicaments.
dans les études qui sont sorties, alors soit ce sont une année donnée du nombre de délivrances, soit c'est une sorte de pérennité de la consommation. Après, ça peut dépendre de la classe de consommation. Et le problème, c'est qu'on n'a jamais eu comme je vous ai dit tout à l'heure, de bilan, c'est-à-dire finalement comment se distribuent ces consommations, ces délivrances, etc. Donc à gauche, vous avez le nombre de délivrances annuelles. Donc bien sûr, plus elle est faible, plus le pourcentage est élevé. Donc vous avez une descente en fonction du nombre de délivrances et on arrive en bas quasiment un traitement annuel, enfin mensuel sur un an. Ce qui peut avoir bien sûr des conséquences sur l'estimation de la prévalence de la pathologie. Mais si on peut suivre ces médicaments, on peut avoir une idée des évolutions, notamment asthme ou bronchite avec la différence. Vous voyez ici des évolutions toujours en termes de délivrance, mais selon l'âge. Donc les champions sont les enfants et vous avez une sorte après d'aplatissement de la courbe. Et d'un autre côté, ce qui est intéressant, c'est la remontée de certains médicaments qui sont plutôt illustratifs de la BPCO après 40 ans. On peut faire la même chose pour l'incidence, c'est-à-dire regarder une première consommation en fonction de l'absence de consommation de recul. Et on voit que plus on prend des années antérieures où il n'y a pas eu de remboursement d'anti-asthmatiques ou de ces médicaments de la classe R03, plus on s'aperçoit que les incidences reviennent sont similaires. Philippe, je vais profiter tu nous as expliqué que les femmes de plus de 40 ans ont atteint un grand âge, donc je vais profiter de cette supériorité, si on peut dire, pour te préciser qu'on a atteint la limite de durée de notre présentation. Ça m'embête un peu parce que je voulais te poser une question sur Résidépad. Tu sais, c'est encore une minute. Le truc que tu aimes bien. Moi, j'ai presque fini. Moi, je voulais juste peut-être vous donner quelques idées. Donc, celle d'après, je peux passer. En fait, c'était ça Ah si, je voulais vous parler quand même des cimetières de données, des cimetières d'études. Il fut un temps où à la CNAM, on avait beaucoup, et je pense que vous en avez entendu parler, agi pour la diminution du test des PSA. Donc, on a fait des études sur la fréquence des cancers de la prostate, enfin, des PSA chez les hommes non cancéreux. Et vous voyez que tout ça s'est arrêté en 2015, alors qu'il y a eu des actions diverses et variées, qu'il y a eu des changements de pratiques et que finalement, après 2016, on ne sait plus quelle est la fréquence de consommation de PSA et aussi de biopsie de la prostate, ce que je peux trouver dommage, notamment ces programmes, ces efforts faits. Et je pense que c'est aussi un gros problème de crédibilité par rapport aux professionnels. Et voilà quelques idées de suggestions d'après ce qu'on a vu ou on a au CRS. En maladie infectieuse, moi je pensais aux tuberculoses, maladie parasitaire. Quel est le parcours de la maladie de Lyme? Les infections secondaires à PDMI, en hémato, les maladies relativement rares, thalassémie, drépanocytose, aplasie, les tumeurs plus ou moins rares, les maladies auto-immunes, les troubles mentaux notamment chez les enfants, les adolescents comme l'anorexie, toutes les malformations congénitales. Aucune étude SNDS à part Catherine et Mme Creusot-Garcher sur œil et ORL. La pneumologie, les maladies autres, sarcoïsome, emphysème. La cardio, l'appareil circulatoire hors cœur n'est pas tellement étudiée. En digestif, il n'y a aussi aucune d'étude, même si c'est relativement difficile, sur le dentaire, sur l'état dentaire de la population. Certains cancers. Bon, j'arrête. C'était vraiment passionnant. On pourrait y passer toute l'après-midi. Simplement, je voulais poser une question sur Résidépad. Donc Résidépad, quand on fait une demande SNDS, on nous dit c'est pas dedans. Tu penses que ça va s'arranger? Écoute, ce qu'il y a, c'est que moi aussi, je suis mal à l'aise pour te répondre. C'est-à-dire que, alors, ce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne sont pas au courant, Résidépad, c'est une base administrative qui est remontée par toutes les maisons de retraite, EHPAD, etc. En gros, gérée avec une couverture CNAM, donc un taux d'exactivité de l'ordre de 90%. C'est une base relativement même quasiment que administrative, c'est-à-dire qu'on a la date d'entrée, de sortie, etc., de mouvement des personnes. Et la question que pose Catherine, c'est finalement
c'est intéressant de savoir par rapport à une consommation de soins, comme je vous ai montré tout à l'heure, si la personne est institutionnalisée ou pas, et aussi peut-être pour étudier la consommation de soins de ces personnes. Donc, en fait, ce que fait la CNAM, parce qu'en fait, pour vous dire dès le départ, c'est que le législateur qui a fait le SNDS, a priori, a oublié de mettre Résidépat dans le champ du SNDS, donc ça fait partie des nombreux oublis. Je pense que le HDATA est en train de retravailler pour que ça puisse re-rentrer dedans. Et pour l'instant, il y a une sorte de guet, en fait, de frontière, où généralement, quand vous demandez une base de données, on vous met le top Résidépat si la personne est rentrée ou sortie, en fait, les jours. Donc, on a juste le top, et donc ça peut bien sûr vous aider. Mais oui. ça a été un dur combat parce que même des fois en interne, on n'est pas trop d'accord. Et par exemple, pour vous donner une idée, le centre des soins palliatifs en vrai de la fin de vie, alors que quand même, Résidépat, c'est quand même un peu ça quand même. Là, ça a été tout un cirque pour qu'ils puissent avoir ces informations. Eh bien, pour nous, c'est fondamental. Sinon, dans le PMSI, on n'arrive pas à distinguer, donc on ne sait pas si les patients sont passés en maison de retraite ou pas, et c'est vraiment une information capitale. Merci beaucoup pour ta présentation. J'en profite pour remercier Mahmoud et Valérie nous avoir donné autant d'informations en si peu de temps. Je pense qu'il faut qu'on digère tout ça et on reviendra probablement vers vous, je pense chacun d'entre nous, si vous acceptez qu'on vous contacte directement. Voilà, un grand merci.